Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce lundi 11 février. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. L'ouverture demain à Madrid d'un procès hautement symbolique et politique pour l'Espagne, celui des leaders indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Accusés de rébellion, ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. Il faut que quelque chose bouge du côté britannique. La phrase est de Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, appelle Theresa May à écouter les propositions de l'opposition travailliste. La Première ministre va demander un délai supplémentaire au Parlement pour négocier. Le 40e anniversaire de la révolution iranienne. Il y a 40 ans, un État monarchique laissait place à une république islamique. À Téhéran, la capitale, la foule s'est rassemblée pour écouter le discours du président Rouhani qui s'en est pris aux États-Unis. Et puis les femmes à l'honneur à la cérémonie des Grammy Awards. Les récompenses de la musique avaient lieu hier soir à Los Angeles. Parmi les invités de marque, l'ex-première dame Michelle Obama, venue promouvoir la diversité. Le palmarès de la soirée à la fin de ce journal. Bienvenue, un procès très attendu s'ouvre donc demain à Madrid, celui des 12 dirigeants indépendantistes catalans accusés d'être à l'origine de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. Ils encourent de lourdes peines de prison. Dans le box des accusés, il y aura notamment l'ex-vice-président catalan Oriol Junqueras. En revanche, Carles Puigdemont, l'ex-président catalan, sera lui le grand absent de ce procès. Il est toujours en exil. Maxime Dios-Duplan. Procès historique en Espagne ce mardi, celui de pas moins de 12 dirigeants catalans accusés de sécession de l'État espagnol. C'est la Cour suprême espagnole qui a compétence dans ce dossier, qui va mobiliser des dizaines d'avocats et être suivi par toute l'Espagne et toute la Catalogne, sans compter des journalistes du monde entier. Oriol Junqueras, l'ancien vice-président de Catalogne, est au cœur de ce procès. Contre lui, le parquet réclame 25 ans de prison. D'ores et déjà, et avant le début de toute audience, les anciens ministres et dirigeants catalans se considèrent comme prisonniers politiques et estiment qu'ils n'auront pas de procès équitable devant la Cour suprême espagnole. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qu'ils entendent saisir au final. Particularité du droit espagnol, tout citoyen ou toute organisation peut endosser le rôle d'accusateur populaire et participer ainsi au procès. Face aux dirigeants catalans, c'est le parti d'extrême droite Vox qui en a fait la demande. Une belle publicité pour ce jeune parti qui compte bien faire une percée aux élections européennes. Le grand absent du procès, c'est Carles Puigdemont, l'ex numéro 1 catalan et grand artisan de la déclaration d'auto-indépendance catalane. Un tribunal allemand a en effet refusé de l'extrader vers l'Espagne. Dans l'actualité également, le feuilleton du Brexit se poursuit et pourrait même être prolongé. Theresa May doit en effet demander au Parlement un délai supplémentaire pour négocier dans l'espoir d'obtenir le soutien de la Chambre des communes. La Première ministre britannique veut éviter une sortie du Royaume-Uni sans accord. La question de la frontière entre les deux Irlandes reste le principal point d'achoppement. Côté européen, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, a adressé aujourd'hui un message à Theresa May pour sortir d'une situation qui semble inextricable. Grégoire Laurie. Le temps presse pour le Brexit. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, demande à la première ministre britannique Theresa May d'écouter les propositions de l'opposition à Londres. Les travaillistes envisagent d'apporter leur soutien à l'accord de sortie, à condition de maintenir le pays dans l'union douanière. J'ai trouvé, je le dis comme je le pense, la lettre de M. Corbyn intéressante sur le ton et dans le fond. J'ai entendu Theresa May dire elle-même qu'elle souhaitait ouvrir un dialogue avec l'opposition. Voilà ce que je peux dire. Il faut que quelque chose bouge. Voilà, du côté britannique. C'est la clarté ou le mouvement qui doit intervenir au Royaume-Uni. Pour le Premier ministre luxembourgeois, le Brexit entraînera une seule certitude.
Il n'y aura aucun vainqueur. Aucun vainqueur. Le Brexit ne produira que des perdants et en cas de non-deal, nous devons savoir que nous serons encore plus perdants et ça des deux côtés. Merci pour votre patience. Le leader de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, a indiqué une série de conditions pour apporter son soutien à l'accord de retrait négocié par la conservatrice Theresa May. Jusqu'à maintenant, la Première ministre a rejeté l'idée de rester dans l'union douanière. La perspective d'un Brexit dur inquiète les milieux d'affaires. Selon une étude allemande publiée ce lundi, si un tel scénario se produit, eh bien la baisse des importations en provenance de l'Union européenne vers le Royaume-Uni menacerait à elle seule plus de 600 000 emplois dans le monde. En Europe, certains s'inquiètent particulièrement, les fleuristes néerlandais qui écoulent l'essentiel de leurs ventes au Royaume-Uni. Elles sont arrivées directement du marché de gros aux Pays-Bas, à Londres, par camion. Ces milliers de fleurs, dont la Hollande est le plus gros exportateur, vont être vendues aujourd'hui dans la capitale anglaise. Un business bien rodé, mais gare au Brexit et surtout à un éventuel no deal. Dan, qui fait lui-même le trajet des Pays-Bas, est très inquiet. Sans le marché anglais, nous n'avons personne avec qui faire affaire. Notre seul commerce se situe ici au Royaume-Uni. Je crains beaucoup un Brexit sans accord parce que cela va avoir un impact sur beaucoup de choses, y compris mon travail. Si c'est vraiment un Brexit dur, je perds mon travail au final. Les exportateurs néerlandais fournissent 80% des fleurs vendues dans les magasins britanniques. Ce qu'ils redoutent aujourd'hui, c'est l'apparition de contrôles douaniers, de quoi faire faner les fleurs, faire baisser l'offre et faire flamber les prix. Sans accord, les effets du Brexit seraient terribles. Beaucoup de fleuristes indépendants devront repartir de zéro, les prix vont monter très haut et les gens ne pourront plus acheter de fleurs. Environ 800 millions d'euros de fleurs et de plantes ont été vendus par des sociétés néerlandaises au Royaume-Uni l'année dernière. Une donnée déjà en baisse par rapport à 2016 à cause de la baisse de la livre sterling. Vous pouvez voir que beaucoup de magasins de fleurs ferment leurs portes. Beaucoup d'entreprises font faillite. 2 de nos fournisseurs ont cessé de venir en Angleterre parce que ce n'est plus attractif. Ici, à Witney, dans l'Oxfordshire, la majorité de la population a voté pour la sortie de l'Union. Pour Rosa, impossible d'avoir une visibilité au-delà du 29 mars. En fait, j'arrête de travailler pour les mariages parce que je suis honnête. Je pourrais leur donner un devis, mais si les prix montent et ils montent, je vais perdre de l'argent. Et si je perds de l'argent, que vais-je faire ? Dites-le avec des fleurs, disait la publicité. Oui, mais à quel prix ? Les prochaines Saint-Valentin, post-Brexit, nous le dirons. L'Iran célèbre le 40e anniversaire de la République islamique. En 1979, une révolution mit fin au régime monarchique du Shah. 40 ans après, le régime de Téhéran tient bon malgré les pressions internationales, en particulier des États-Unis. Romain Gauguelin. L'Iran célèbre le 40e anniversaire de la Révolution et ce lundi matin, une foule a convergé place Azadi à Téhéran. Le président iranien Hassan Rouhani a dénoncé le complot américain et estimé que la présence du peuple dans les rues signifiait que l'ennemi n'atteindrait jamais ses objectifs démoniaques. Nous n'avons pas demandé et ne demanderons jamais à qui que ce soit la permission d'augmenter nos capacités de défense et de construire toutes sortes de missiles, que ce soit des missiles sol-air, des missiles anti-navires ou des missiles sol-sol. Des portraits du guide suprême Ali Khamenei et du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khomeini, ont été brandis. Certains dans la foule ont également brûlé des drapeaux américains et israéliens, alors que d'autres chantaient des slogans appelant à la mort d'Israël et des États-Unis. Nous sommes ici pour montrer à l'ennemi notre soutien inébranlable à la révolution, que nous continuons à soutenir notre chef et notre imam fondateur et que nous allons continuer sur la voie de l'islam. Alors que la question des missiles empoisonne les relations entre Téhéran et les Occidentaux, 2 répliques de missiles balistiques étaient exposées le long du cortège. Oui, il y a de nombreuses lacunes et beaucoup de fonctionnaires ne travaillent pas assez.
Mais nous ne tenons pas compte de ces questions lorsqu'il s'agit de soutenir la révolution. L'ère pré-révolutionnaire était comme une nuit noire et sombre, et maintenant nous sommes dans la clarté du jour. Le renversement du Shah d'Iran et l'avènement de la révolution iranienne ont eu lieu le 11 février 1979, 10 jours après le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini de son exil français. Ce 40e anniversaire revêt aux yeux du régime une symbolique particulière, 40 ans étant l'âge de la maturité dans la tradition musulmane. Assiste-t-on à la fin de l'État islamique en Syrie? L'alliance arabo-kurde qui combat les djihadistes mène, selon ses propres termes, la bataille finale contre Daesh. Le groupe possédait il y a 4 ans encore de vastes pans de territoire en Syrie, mais aujourd'hui, il ne lui reste quasiment plus rien. Le point avec Cyril Forneris. Il s'agirait de la bataille finale contre Daesh au Levant. Les troupes américaines et les forces démocratiques syriennes gagnent du terrain dans la province de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, la dernière enclave du groupe État islamique. Une poche défendue par quelques 600 djihadistes, principalement étrangers, d'après les rebelles arabo-kurdes. Il n'y a plus de groupes armés dans la zone. Ceux qui sont aux commandes restent cachés. Nous sommes heureux, nous n'avons plus qu'à leur donner le coup de grâce. L'heure est venue de venger les nôtres qui sont morts. Il ne reste plus rien de l'État islamique. En janvier 2015, le groupe terroriste contrôlait une superficie comparable à celle de la Grande-Bretagne. Au fil des batailles, ces territoires ont fondu et il ne reste plus que cette poche à la frontière irako-syrienne. La semaine passée, le président américain, qui a promis de retirer ses djihadistes de Syrie, s'était vanté de la défaite des miliciens. L'armée américaine, nos partenaires de la coalition et les forces démocratiques syriennes ont libéré la quasi-totalité du territoire précédemment détenu par l'État islamique en Syrie et en Irak. Il devrait être officiellement annoncé dans quelques temps, probablement la semaine prochaine, que nous aurons 100% du califat. L'assaut avait été lancé samedi après une pause d'une semaine pour permettre à quelques 20 000 civils de quitter la zone, surtout des familles de djihadistes. La victoire finale sera annoncée dans quelques jours, assurent les FDS. Allez, un mot de sport à présent. Le week-end a été marqué par la très lourde défaite de la France face à l'Angleterre dans le tournoi des 6 nations. Score final 44-8 et un triste bilan pour les Bleus qui restent sur 9 défaites en 12 matchs. Et puis en foot, on retiendra cette véritable correction infligée par les Portugais du Benfica Lisbonne, 10-0 face à Nacional. On n'avait pas vu une telle avalanche de buts en 55 ans au Portugal. En voici quelques-uns. Alors on termine ce journal par la cérémonie des Grammy Awards, les récompenses de la musique qui avait lieu hier soir à Los Angeles. Alicia Keys, Lady Gaga ou encore l'ex-First Lady Michelle Obama ont marqué cette soirée. Les femmes étaient à l'honneur. Le point sur le palmarès, Romain Gauguelin. Dua Lipa remporte le titre de révélation de l'année aux Grammy Awards qui mettent cette année à l'honneur les artistes féminins. Chez les femmes, la grande gagnante de la soirée est Kacey Musgrave. Elle vient du Texas, c'est une chanteuse de country et elle obtient le prix de l'album de l'année pour Golden Hour. De son côté, la diva Lady Gaga repart avec 3 statuettes, dont 2 pour Shallow, le morceau enregistré avec Bradley Cooper. A noter l'apparition surprise cette année de l'ex-première dame Michelle Obama, venue promouvoir la diversité, et la performance de Dolly Parton, la chanteuse du Tennessee qui a récemment fêté son 73e anniversaire. La soirée a également été marquée par la voix de la chanteuse soul Diana Ross, qui, elle, célébrait sur scène son 75e anniversaire. Thank you. Happy birthday.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Bonne soirée et à très bientôt.